Bien, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, on a une heure devant nous. L'objectif est évidemment de parler d'IA. Il y a un chat à votre disposition. Je vois que beaucoup de gens l'ont vu. Et puis donc, cette réunion va être enregistrée et vous pourrez éventuellement la reparcourir par la suite. Voilà. Moi, je suis Aurélien Coudon, en charge de l'activité de Cerma en région Rhône-Alpes et également d'activité marketing pour le groupe Cerma. On va parler d'IA. Juste auparavant, on vous laisse prendre 3 minutes chrono pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a derrière Cerma, qui nous sommes, comment on travaille et puis pourquoi on est venu à travailler autour de l'IA. Donc, on peut démarrer. Alors, très succinctement donc. Quelques chiffres sur le groupe Cerma. En fait, Cerma, c'est un industriel qui a un peu plus de 35 ans d'existence, 1400 personnes, une trentaine de sites dans le monde, des activités industrielles et donc des moyens machines assez importants. On est le plus gros laboratoire en Europe, privé, pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur un composant ou une carte électronique, notamment. On est très connu pour ces sujets-là. Vous nous connaissez sûrement pour ces sujets-là. Voilà. Quelques chiffres également, donc à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, des projets de recherche et technologique, bien sûr, dans différents secteurs. Vous voyez en bas à droite qu'on travaille dans la plupart des grands secteurs industriels. Donc, on est très orienté sur les secteurs où il y a des problématiques environnementales généralement et des standards à imposer. Voilà, mais ça nous permet d'avoir une vision multisectorielle assez importante. Voilà. On peut passer vite. Ça, c'est une slide très succincte qui exprime un petit peu la manière de travailler avec nos clients. En gros, on a des activités de laboratoire. Beaucoup de gens nous connaissent via nos laboratoires, donc des laboratoires pour comprendre l'électronique en général, tester, caractériser, qualifier, valider des systèmes électroniques, anticiper des problèmes, etc. On est connu pour ça. On a pris un virage dans les nouvelles énergies, notamment la chaîne de traction de véhicules électriques et la pile à combustible. Donc, on a des laboratoires aussi dédiés à ça, au test et à la caractérisation de ces types de produits. Et puis, on a un laboratoire orienté cybersécurité hardware, qui est chez nous depuis 1998. Donc, on est vraiment dans les pionniers de la cybersécurité en France. C'est un CESTI hardware, donc il y a plus de 25 ans d'existence. Voilà. Ça, c'est la partie laboratoire. On a une deuxième façon de travailler avec nos clients, c'est le composant ou le système électronique. Donc, on livre clé en main des composants sur mesure, microélectroniques, à nos clients et des calculateurs pour nos clients. Donc, on a 6 bureaux d'études, des bureaux d'études axés composants. On a même une ligne de packaging pour les environnements sévères, donc qui est basée à La Rochelle. Et puis, les calculateurs, on livre dans tous les secteurs d'activité, donc le ferroviaire, le nucléaire civil, l'aéronautique, le spatial, etc. Donc, là où il y a vraiment des contraintes environnementales fortes, on est là pour concevoir et délivrer des calculateurs. Voilà. Et puis, vous avez une branche conseil-expertise qui nous permet d'aider nos clients sur les métiers qu'on maîtrise, c'est-à-dire les systèmes embarqués en général, le logiciel qui va avec, la cybersécurité associée, la sûreté, etc. Et donc, on vient leur apporter à nos clients aussi du conseil et un support ponctuel ou long terme sur ces sujets-là. Voilà. En bas, vous avez aussi l'activité formation qui est décrite. Donc, c'est une cinquantaine de modules de formation dont on va vous parler tout à l'heure. Voilà pour nos métiers. Les domaines d'application, donc notre métier principal, vous l'avez au centre, l'électronique et la microélectronique. C'est vraiment notre cœur de métier initial, la maîtrise des technologies et des systèmes dans ce domaine-là. On a pris le virage des nouvelles énergies, donc je l'expliquais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années. Donc là, on a un gros pôle d'activité maintenant qui représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires du groupe qui concerne les nouvelles énergies. Donc la chaîne de traction de véhicules électriques, l'hydrogène notamment, avec des laboratoires importants aussi dans ces domaines-là. Et puis donc un troisième pôle axé plutôt cybersécurité et sûreté de fonctionnement, qui aujourd'hui représente à peu près 300 personnes au sein du groupe. Voilà. Cybersécurité embarquée, bien sûr, mais aussi débarquée. On monte jusqu'à la protection des données dans les systèmes d'information de nos clients. Voilà, c'est ce qu'attendent nos clients, c'est la maîtrise de la donnée, aussi bien embarquée, mais aussi quand elle va être traitée ensuite en centrale. Voilà. Et c'est cette cybersécurité d'ailleurs qui nous a vraiment entraîné vers l'IA en fait. Depuis plusieurs années, on est challengé par les progrès dans le domaine de l'IA. En matière de cybersécurité, donc la maîtrise de l'IA et des conséquences des développements en matière d'IA
on a dû les adresser, ces sujets-là, pour garantir notre capacité à être à l'état de l'art en matière de cybersécurité. Voilà. C'est vraiment par ce biais-là qu'on a commencé à bien vraiment s'intéresser à l'IA. Bon, depuis, il y a un certain nombre de projets qui se sont mis en œuvre. On a aujourd'hui une cinquantaine de projets en matière d'IA et de data aujourd'hui au sein du groupe. Des projets qui concernent, par exemple, l'électronique, être capable de concevoir des systèmes qui accueillent l'intelligence artificielle. Donc, on a ces compétences-là et on va développer aussi donc les modules IA pour nos clients. Donc, on fait vraiment le hard et le logiciel qui permet d'adresser ces technos-là. On a aussi la partie maintenance prédictive, maintien en condition opérationnelle, en fait, anticiper au maximum les éventuelles déconvenues sur des systèmes électroniques, par exemple. Ça génère beaucoup d'activités en matière d'IA. Donc là, on a pas mal de projets dans ces domaines-là, sur différents secteurs, l'aéronautique, par exemple, le ferroviaire, etc. Et puis, cette maîtrise-là et tous ces projets nous ont permis de développer des modules de formation. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Voilà. Mais vous pourrez nous voir d'ailleurs au Salon du Bourget qui aura lieu au mois de juin prochain, là, où on va parler d'IA également embarqué. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand à cette occasion. Voilà. Je laisse la parole à Daphné pour la suite. Merci Aurélien. Je prends la parole 2 petites minutes pour vous parler de notre organisme de formation qui s'intitule la CERMA Academy. Aujourd'hui, on a une soixantaine de formations à notre catalogue qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité du groupe CERMA. Donc, nous avons des formations en technologie système électronique, batterie, en passant par la cybersécurité et la sûreté de fonctionnement. Et cette fin 2024, début 2025, les grosses nouveautés de notre catalogue, c'est l'hydrogène et l'intelligence artificielle. Et donc, en capitalisant l'ensemble des savoir-faire du groupe, aujourd'hui, nous sommes un organisme de formation assez complet et toutes nos formations sont réalisées par des experts dans leur domaine et membres des équipes CERMA. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, si on peut passer à la slide suivante, la CERMA Academy aujourd'hui, c'est 800 personnes formées en 2024 sur 130 sessions de formation délivrées. Également, nous sommes Calliope, certifiés Calliope, et toutes nos formations peuvent faire l'objet de demandes de financement OPCO. Et concernant un peu nos offres, on peut passer à la slide suivante, merci. Donc, nous avons des formations inter-entreprises dans nos locaux à Pessac ou à Toulouse, ou bien intra-entreprise, où nos formateurs se déplacent directement dans vos locaux pour délivrer la formation à vos équipes. Et nos formations sont également dispensables en distanciel. Et donc, pour finir, les 2 nouvelles formations IA aujourd'hui que nous ouvrons début 2025. Donc, une première formation qui s'intitule « Explorer l'IA appliquée à l'industrie ». Donc, l'idée est de présenter les concepts de base de l'intelligence artificielle et ses impacts. Elle permet aux industries d'évaluer leurs besoins internes en IA. Et la seconde formation vise à donner un guide de bonne pratique pour implémenter l'IA efficacement dans vos sociétés. Et je laisserai David les expliquer un peu plus de façon plus complète. Merci à tous. Merci Daphné, merci Aurélien pour ces introductions. Donc, je vais me présenter un petit peu déjà, peut-être. Donc, moi, je m'appelle David Kénard. Je suis arrivé chez CERMA il y a bientôt 1 an maintenant. J'ai un parcours autour de l'IA et de la data de plus de 10 ans maintenant, où j'ai pu appliquer ces technologies dans différents types d'industries, notamment au sein de sociétés de conseil. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter un petit peu justement ce retour d'expérience sur l'ensemble de cette évolution de l'IA au cours de ces dernières années notamment, et comment l'implémenter efficacement dans l'entreprise, dans une vision stratégique, fort de mon expérience et de l'expérience qu'on a là depuis 1 an bientôt chez CERMA pour l'intégrer en interne. Tout d'abord, je voudrais mettre l'accent sur un petit sondage qui, je pense, est disponible maintenant. C'est intéressant pour nous de savoir justement sur quelle optique vous vous penchez aujourd'hui
sur vos besoins. Est-ce que c'est un besoin justement de hardware, de matériel pour faire tourner de l'IA? Est-ce que vous avez un besoin de conseils? Ou est-ce que vous avez un besoin plutôt orienté autour de produits logiciels, c'est-à-dire de développement d'outils IA adaptés à vos données et à vos besoins stratégiques? Voilà. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit sondage, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Avec voilà, on va parler d'intelligence artificielle pendant une petite demi-heure. Donc l'IA, c'est un gros sujet d'actualité, hein. Il y a eu le sommet de l'IA, il y a pas plus tard que début de semaine. On voit beaucoup de choses passer autour de l'IA dans l'actualité, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en France, en Europe. On est quand même bien doté en Europe, et en France autour de ces sujets-là. Voilà, il y a beaucoup de news autour de DeepSeek, autour d'OpenAI, autour de Mistral, de l'éthique. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu autour de tous ces sujets-là? Ça peut être un peu flou. Il y a beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de concepts, beaucoup de fausses informations aussi, et beaucoup de choses qui sont relayées de manière soit trop hâtive, soit avec une hype, je dirais, un enjeu surdimensionné par rapport à la réalité du domaine. Donc on va redescendre un peu d'un niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA? En fait, l'IA, c'est un sujet extrêmement vaste et par exemple, bon voilà, je me suis amusé à demander à Mistral, donc au chat de Mistral, donc qui est un modèle de chatbot et d'IA entraîné en France. Et donc, il nous décrit l'IA comme étant un domaine de l'informatique capable de réaliser des tâches proches de l'intelligence humaine, comme la parole, le langage naturel, la prise de décision. Ça inclut voilà, la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique, le deep learning, tout un tas de concepts qu'on a entendu parler. Et il y a de nombreuses applications dans divers secteurs, mais soulève aussi des questions éthiques et sociales. Alors ici, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes à regarder d'un peu plus près. Donc l'IA, c'est d'abord de l'informatique. On va balayer rapidement aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est des choses auxquelles on rentre un peu plus en détail dans les journées de formation, mais l'IA est fortement attachée à de l'informatique, donc à tout ce qui est système d'information, à l'IT. Faut pas l'oublier, ça a un rôle important dans la mise en place d'une stratégie IA effective pour les entreprises. Donc c'est un mot qu'il faut garder en tête. C'est un domaine qui vise à réaliser des tâches liées à l'intelligence humaine. Donc on va y revenir aussi à cette course à l'intelligence humaine qui est aujourd'hui une tendance forte et qui alimente hein, les nombreux médias aujourd'hui. Et enfin, les questions éthiques et sociales. On en entend beaucoup parler. C'est le cas de nombreuses régulations en Europe, notamment avec la RGPD, l'AI Act et tous ces genres de normes qu'on va aussi développer un petit peu dans ce webinaire et qu'on développe plus en détail dans les formations. Donc, premier grand thème, pourquoi l'IA est-elle devenue aujourd'hui un enjeu stratégique fort partout, soit pour les États ou pour les industries ou dans le domaine public? Alors, il faut savoir que quand on parle d'IA, on parle souvent d'industrie 4.0. Alors, pourquoi 4.0? En fait, on considère qu'aujourd'hui, l'IA et l'introduction des nouvelles technologies, de la donnée, de l'IoT, ça fait partie de la 4e révolution industrielle. Donc c'est important de se remettre dans le contexte historique. C'est aussi important de savoir d'où on vient pour voir où on va. Voilà, la première révolution portée par la machine à vapeur, la production de masse, la production automatisée par l'électronique. Et aujourd'hui, on est vraiment sur l'apport des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le cloud, pour créer en fait un nouvel environnement industriel. Donc c'est un développement qui s'est pas fait de manière quand même linéaire, le développement de l'IA à travers l'histoire. On oublie que c'est quelque chose qui est quand même assez ancien. Les premiers papiers autour de l'intelligence artificielle, c'est les années 1950. Il y a eu plusieurs ce qu'on appelle hivers de l'IA en fait, hein, qui ont dénoté en fait des baisses d'activité autour du développement de l'IA.
un premier dans les années 70 et un autre dans les années 80-90. Ces hivers de l'IA sont beaucoup liés à des développements technologiques sous-jacents, à des nécessités de développer des technologies de plus en plus performantes pour arriver à booster finalement les capacités de support des outils IA. Donc l'IA a vraiment explosé dans les années 2010. Et j'ai eu la chance de commencer à travailler dans ces années-là aussi. Donc j'ai vraiment pu constater justement cette évolution exponentielle là, de l'IA ces dernières années. Aujourd'hui, il n'y a pas de troisième hiver qui est prévu. Pour le moment, voilà, ce graphe est un petit peu ancien. C'est vrai que là, on est bien ancré dans les années 2020 et on est vraiment encore dans une explosion supportée justement par les technologies croissantes. Et je vais en mentionner un petit mot dans les slides suivantes également. Donc là, on a vu un petit peu l'histoire très rapidement. Il y a des choses intéressantes aussi à souligner qu'on détaille un peu plus dans les formations, qui sont vraiment très intéressantes pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors le panorama de l'IA, il grossit de plus en plus. Voilà ici un rapide snapshot, je dirais, une photo des outils IA disponibles à travers le monde en fonction de la technologie et du domaine applicatif de ces différentes on va dire start-up, sociétés. Bon, j'ai mis le lien du site ici complet, qui est un très bon site qui est tenu à jour, hein, qui permet vraiment de naviguer dans tout cet océan de technologies et de logiciels. On voit que l'IA aujourd'hui, c'est basé sur un ensemble technologique assez complet. Ça se base sur, bien évidemment, des infrastructures, de l'applicatif, des bases de données. Voilà, c'est aujourd'hui, on peut pas espérer, comme dans le début des années 2010, commencer à implémenter des solutions IA en se basant uniquement sur des proof of concept développés par-ci par-là en utilisant du Python. Il faut vraiment s'intéresser à l'ensemble des technologies qu'on a besoin de mettre en place pour pouvoir délivrer un système performant. Si on fait un zoom uniquement sur la partie française, hein, parce que c'est aussi intéressant, ça c'était le radar 2024, qui date je crois de Q3 2024 d'ailleurs, où on voit un petit peu les startups uniquement françaises. Donc il y a à peu près 200 startups identifiées qui proposent un produit basé sur l'IA générative. Donc là, on est vraiment sur vous avez sûrement peut-être eu l'occasion de vous faire alpaguer par pas mal de startups pour vous faire de la transcription de vos réunions, pour vos services transverses, pour des services administratifs, pour vous proposer tel ou tel outil qui va venir vous accélérer et vous proposer 30% de productivité en plus. Voilà, il y a tout un pléthore de startups qui se mettent en place. Alors fort de la structuration, hein, de tout ce qui est fait en Europe, en Chine et aux États-Unis, sur les capacités qu'on a aujourd'hui à déployer des modèles IA qui peuvent proposer de la valeur. Aujourd'hui, c'est vraiment un océan qui existe. Et si on regarde encore une fois en France, aujourd'hui, alors fin 2024, le chiffre réel, c'est 800 startups autour de l'IA en France, pas que de l'IA générative, mais autour de l'IA. Donc c'est quand même assez énorme. C'est une évolution qui est quasi linéaire sur les dernières années. On a énormément de levées de fonds qui sont faits au sein de ces startups. On a beaucoup de startups autour du domaine de la santé. Je reviendrai aussi sur ce sujet-là, les domaines applicatifs. Et aujourd'hui, on a entendu aussi le président Macron annoncer une levée de fonds assez exceptionnelle de plusieurs centaines de milliards d'euros pour des data centers et des sujets autour de l'IA. Donc c'est un gros sujet en France. On est bien moteur au sein de l'Europe aussi. Et c'est important de se replacer dans ce contexte-là pour comprendre un peu les enjeux auxquels on peut faire face. Donc les applications concrètes de l'IA, hein, dans cette stratégie-là, l'IA aujourd'hui, elle est appliquée dans tous les secteurs.
avec des cas d'usage variés. Ça peut être de l'expérience utilisateur, de la supply chain, des ressources humaines. Donc, dans ressources humaines, on a aussi l'ensemble des services transverses administratifs, financiers, comptables, recrutement. Voilà, donc il y a RH. On a vraiment tous ces sujets-là qui sont concernés dans une entreprise. La détection de fraude, la création de savoir, la R&D aussi, l'IA étant de plus en plus performante et atteint un niveau intellectuel proche de celui du raisonnement humain. On arrive aujourd'hui à développer des cas d'usage R&D et des sujets innovants en utilisant de l'IA. De la prédictive maintenance, hein, on en parlait plutôt avec des sujets autour du MCO par exemple. Le customer service avec des chatbots de plus en plus performants et tout ce qui est lié au risque management, au pricing, etc. Donc on a vraiment des use cases IA qui sont très variés aujourd'hui. On entend aussi beaucoup parler des agents qui sont de plus en plus capables d'effectuer des tâches proches de celles qu'un humain pourrait effectuer. Je reviendrai aussi sur ce concept d'agent dans les slides suivantes. Donc ça, c'était pour les cas d'usage un petit peu génériques. Si on se concentre sur certains secteurs d'activité particuliers, notamment sur le secteur de services, avec des systèmes de recommandation. Donc ça, c'est voilà, des applicatifs de l'IA bien connus depuis plusieurs années maintenant, Netflix, Spotify, Amazon, Deezer, qui ont mis en place des systèmes de recommandation. Ça, c'est fait partie des premiers cas d'usage de l'IA qui ont pu être implémentés au service du public fin des années 2010, enfin milieu-fin des années 2010, avec des systèmes de recommandation. Il faut savoir aussi que historiquement, Netflix a été porteur de beaucoup de financement au début des années 2000, autour des années 2014-2016, avec l'injection de financement assez fort pour justement développer ces systèmes de recommandation. Et Amazon, Spotify, évidemment, ont suivi. Avec Amazon, une volonté, c'est un exemple parfait d'une entreprise qui a démarré d'un besoin qui était système de recommandation et la gestion logistique de toute son industrie, et qui en est venu en fait à développer tout un système de data center AWS qu'il a ouvert au public par la suite. Donc là, on est vraiment sur un exemple concret bon, c'est un géant de la tech aujourd'hui, mais qui part en fait du monde de la logistique et de la vente en ligne. Donc c'est un exemple d'un industriel qui s'est reconverti dans l'applicatif IA. Et pas que, dans la gestion de la data et du cloud. La santé aussi, c'est un sujet très fort autour de l'IA, avec prévention, dépistage de cancer, la capacité de détecter des cancers très tôt, plus tôt que ce qu'on est capable de faire à l'œil humain, des diagnostics avancés, capacité de prédire des maladies rares en utilisant très peu d'informations ou avec un questionnaire limité. Optimisation du temps, gestion des flux, gestion de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement pour les hôpitaux. Donc il y a eu beaucoup de sujets. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler également pour les hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, pardon, les hôpitaux de Paris lors du Covid pour la gestion des flux. Donc c'est des sujets sur lesquels l'IA peut être réactive et qui sont assez demandeurs dans le domaine de la santé sur ce genre d'optimisation. Je présenterai tout à l'heure un autre cas de dépistage, notamment pour le cancer du sein. Et là, on voit par exemple qu'on est capable, en utilisant des images de scan IRM, de détecter des tumeurs cérébrales beaucoup plus tôt que prévu, ou que ce que l'humain est capable de faire en regardant et en analysant les images par lui-même. Dans l'industrie pharmaceutique, évidemment, l'IA a son importance aussi. Vous avez peut-être entendu parler de l'IA qui s'appelle AlphaFold, qui a été capable de déterminer les structures des protéines, de certaines protéines qui sont très importantes pour le développement en pharmaceutique. Donc, ça fait partie de la découverte et développement de nouveaux médicaments, les essais cliniques, mieux comprendre les essais cliniques, pouvoir proposer, optimiser un ensemble d'essais cohérents par rapport à un test qu'on souhaite faire.
optimisation de la chaîne d'approvisionnement, ça rejoint un petit peu le domaine de la santé, respect de la réglementation, de la conformité. Donc voilà, ça touche un petit peu tous les domaines de l'industrie. Ça peut être aussi sur un exemple concret que je peux vous donner, c'est l'amélioration des techniques de bioprocédés en utilisant des techniques IA pour être capable de mieux contrôler les processus de fabrication dans des bioréacteurs ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est des sujets qui sont aujourd'hui en cours pour certains et qui sont développés au sein des grands groupes industriels pharmaceutiques. Dans l'industrie de manière générale, l'IA elle a souvent tendance à se regrouper autour de trois principaux cas d'usage. La réduction des erreurs, donc ça peut être sur une chaîne de production, la maintenance prédictive, éviter les pannes, ou même la maintenance prescriptive, c'est-à-dire proposer des corrections avant que l'erreur arrive, et être capable de s'organiser en amont d'une erreur et de pouvoir organiser la supply chain derrière pour changer des pièces, changer des machines, changer de la mécanique. Et les prévisions, effectivement, donc prévision, soit d'optimisation de productivité ou la capacité de prévoir un certain nombre de ventes ou de prévoir une augmentation de rendement ou une nécessité d'augmentation de rendement. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les cas qu'on peut impliquer dans l'industrie, dans des entreprises comme Schneider, voilà, enfin, n'importe quel industriel peut être typiquement intéressé par ce genre d'usage de l'IA dans leur scope. Une autre application concrète, ça peut être les smart cities. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on oublie un peu, mais qui arrive de plus en plus fort sur la gestion notamment de l'énergie au sein des villes, des réseaux, optimisation des réseaux électriques, réseaux de distribution, la gestion du trafic aussi. Ça peut être voilà, tout ce genre de cas d'usage, gestion des parkings. Moi, j'ai pu travailler sur des sujets voilà, d'optimisation de places à Paris ou d'IA permettant de trouver des places de parking efficaces dans ce genre de ville très congestionnées. Donc il y a beaucoup de sujets. Alors c'est plus du domaine public, c'est vrai, ce genre de sujet. Mais on a aussi des grands industriels autour de l'énergie, Total Energy, EDF, qui sont intéressés par l'IA pour la gestion de leur réseau. Divers et variés, l'optimisation même de leur alors j'allais dire facilities, c'est un mot anglais, désolé, mais c'est de leur ouais voilà, de tous leurs bâtiments et de leur réseau, de leur grille de fonctionnement pour pouvoir délivrer au mieux les villes et contrôler et ça impacte aussi tous ces sujets autour de l'environnement et de l'écologie pour pouvoir optimiser au mieux tout ce qui est produit par des réacteurs nucléaires, par exemple, ou des réacteurs thermiques. Un dernier exemple d'applicatif qu'on connaît maintenant tous bien autour de la conduite autonome de véhicules, c'est en vogue avec les systèmes qu'on appelle ADAS, donc aide à la conduite. Tesla, on a beaucoup parlé. Dans les formations, on pousse un peu plus les études de cas, notamment dans la formation stratégique, autour justement de cas d'études de certaines sociétés, notamment Tesla, et qu'est-ce qui les a conduits à appliquer ce changement fondamental dans la manière de conduire, comment ils ont réussi à l'implémenter efficacement, à convaincre, et industriellement à développer ces cas d'usage pour pouvoir, alors en Europe pas encore, mais aux États-Unis, proposer justement des voitures qui ont un niveau de conduite autonome assez élevé. En Europe, on y arrive de plus en plus.
Bon, il y a la réglementation qui vient contrôler un petit peu tout ça, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des véhicules avec plus de 50, 60 systèmes d'aide à la décision ou de prise de contrôle du véhicule ou d'aide à la conduite. Donc c'est vraiment aujourd'hui ancré. On se rend pas compte, mais aujourd'hui, une voiture, c'est 4-5 calculateurs différents. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même assez prépondérant dans ce genre d'industrie qui ne participe pas non plus à la baisse des tarifs sur les véhicules, hein. On voit tous effectivement que le marché est de plus en plus cher de ce côté-là. Alors comment tout ça s'opère un petit peu dans le temps? Il y a ce qu'on appelle autour de l'IA et pas que, en fait, on appelle une hype cycle. C'est un petit peu, les sujets du moment, les tendances du moment, pour l'IA. Donc là, c'est la hype cycle, autour de l'ensemble des sujets que j'ai pu présenter, en 2024. Donc c'est fait par Gartner, donc c'est quand même, on peut quand même, s'appuyer là-dessus. En fait, on voit, tout simplement, il y a différentes colonnes. Sur ces colonnes, on a vraiment les sujets innovants. Là, c'est vraiment les attentes démesurées. C'est-à-dire, on est vraiment, on va dire que le système ou la technique, la technologie est capable de tout faire, de tout révolutionner. Ensuite, on redescend dans le creux de la désillusion. Donc fort de tous les essais qui sont faits, on s'aperçoit au final qu'il faut diminuer ce qu'on attend de ces technologies-là, et pour remonter enfin sur une courbe et un plateau de productivité. Donc on voit aujourd'hui que sur les sujets autour de la vision par ordinateur, on est très mature. Et qu'aujourd'hui, on atteint des systèmes, des technologies qui sont aujourd'hui concrètement productives. On peut en mettre en place très rapidement, très facilement, de manière très efficace, et on peut vraiment venir accélérer son industrie avec des sujets autour de ce domaine-là. On voit par exemple que l'IA dans le cloud, et on le voit depuis quelques années déjà, on est en train de tomber dans le creux de la désillusion. Il y a quelques années, on pouvait tout faire dans le cloud, tout implémenter, toutes les grandes industries acheter des services sur AWS, sur Azure, etc., à tour de bras. Et aujourd'hui, on retombe un peu dans ce creux de la désillusion en voyant que soit les attentes ne sont pas, donc en termes de projet, de ROI, sont pas atteintes. Donc du coup, on est un peu déçu de ça. Soit le cloud va imposer quand même beaucoup de restrictions autour de la donnée, de la gestion de la donnée. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le cloud est un peu dans le creux, et on se tourne de plus en plus vers des solutions frugales, donc qui peuvent être fonctionnelles sur soit des téléphones par exemple, ou on va dire de l'IA embarquée, soit sur des technologies qu'on peut obtenir soi-même, donc on-premise, donc on n'a plus besoin forcément du cloud. Donc le cloud est en train de se redéfinir petit à petit. On voit qu'il y a chez Google, chez AWS notamment, il y a des restructurations de marché sur comment ils proposent leurs services, qui ont été un petit peu trop peut-être sollicités ces dernières années par rapport à la réalité industrielle. Donc il y a tout un tas de sujets, voilà, qui sont en vogue, l'IA quantique, voilà, qui sont aujourd'hui autour vraiment de l'innovation. On a l'intelligence artificielle générale, donc ça c'est ce qu'on appelle l'AGI, c'est le Graal, donc c'est l'IA capable de faire un petit peu tout, qui est en train de monter aussi. Les robots intelligents, enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Je vous laisserai découvrir peut-être ce graphe un peu plus en détail. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre ce graphe au niveau d'une stratégie, on va dire, industrielle, de voir un petit peu comment les choses évoluent, comment elles se déplacent, comment certains points peuvent apparaître dans ce graphe, hein, en fonction de comment on avance aussi en termes de développement et d'innovation. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à suivre. Donc tout ça, ça fait partie des tendances un petit peu actuelles. C'est important de suivre l'actualité aujourd'hui autour de l'IA. Effectivement, moi j'ai connu une époque où tout l'IA se jouait dans les papiers scientifiques. On avait la capacité de lire ces papiers, de comprendre et de regarder un petit peu tout ce qui se passe, on va dire, en termes d'innovation, de manière
assez poussées, assez profondes, comprendre les concepts mathématiques. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses, c'est des centaines de papiers qui apparaissent chaque jour. Et donc aujourd'hui, c'est l'actualité est quand même porteuse d'un certain nombre de sujets qui sont soit justement trop hypés, on a pu voir dans le cycle, soit justement au contraire issus de fausses informations. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui, qu'on atteint aujourd'hui, c'est que ça devient difficile de différencier le faux du vrai. Et donc c'est important de suivre les tendances actuelles et de pouvoir y faire le tri. Aujourd'hui, dans les tendances actuelles, je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu ce qui s'était passé début d'année là, à Las Vegas au CES. Donc c'est vraiment le show où toutes les nouvelles technologies sont présentées, notamment autour de l'IA. Et il y a Nvidia qui a présenté justement une technologie assez révolutionnaire où on voit ici le CEO d'Nvidia porter une espèce de bouclier en fait qui est tout simplement en fait une sorte de méga GPU qui s'appelle NVLink 72 en fait qui regroupe un ensemble de cartes très très innovantes, très performantes. Et il faut savoir que sur ce petit bouclier là, on a la capacité en termes de bande passante de l'ensemble d'Internet aujourd'hui. C'est-à-dire cette machine-là là, qui tient dans sa main, elle est capable de traiter l'ensemble de l'information d'Internet mondial. Donc on est vraiment sur de l'innovation technologique qui est de plus en plus exponentielle. Hein. Vraiment, aujourd'hui, on est capable de construire assez finement des systèmes qui sont très performants, qui avant représentaient des serveurs complets. On est capable aujourd'hui de tenir dans une main. Donc c'est vraiment ça qui supporte, et c'est un peu l'historique que j'ai pu présenter au début. C'est vraiment ça aujourd'hui qui porte aussi les capacités de l'IA et le développement de l'ensemble des cas d'usage. Alors dans les tendances actuelles, il y a aujourd'hui donc l'ère de ce qu'on appelle l'IA, les agents IA, donc Agentic AI en anglais. Ça va vraiment être un gros sujet en 2025 et en 2026 sur lequel il va falloir se pencher. On est passé vraiment voilà, de tout ce qui était l'IA autour des réseaux de neurones à l'IA générative ces 4 dernières années, à aujourd'hui ce qui va être l'IA agentique. Donc avec vraiment des services proposés par l'IA de plus en plus performants et qui se rapprochent de plus en plus d'un raisonnement humain pour aller vers justement tout ce qui est physical AI et le edge AI, donc tout ce qui est l'IA en combinaison avec la robotique ou des situations physiques, être capable de raisonner de manière intelligente face à des situations complexes. Donc si on regarde un petit peu ces tendances-là, c'est ce sur quoi il va falloir se tourner sur cette année et l'année prochaine. Donc c'est un peu la courbe à suivre. Donc là, on a fait vraiment voilà, un overview assez rapide voilà, en 30 minutes là, de tout ça, de l'IA, des tendances, de ce que c'était que l'IA avant, ce que c'est que l'IA aujourd'hui, de un petit peu sur quoi elle s'applique, pourquoi l'IA en fait, aujourd'hui est vraiment stratégique un peu partout et pourquoi on en entend parler. Maintenant, la grande question, c'est OK, et nous, comment on fait pour déployer tout ça chez nous? Alors c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, hein, bon, qui fait partie d'une d'une formation d'une journée, donc là, on va vraiment pas pouvoir parler de tout. Mais si je regarde un petit peu rapidement, si on doit diviser ça en plusieurs secteurs. Aujourd'hui, pour déployer l'intelligence artificielle dans une entreprise, il faut regarder en détail ces 8 grands thématiques. Donc impliquer tous les dirigeants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental pour être capable de transformer l'entreprise de manière efficace. Avoir une stratégie de données qui est claire. Être capable d'identifier les projets de manière efficace au sein de l'entreprise.
Regardez ce que font les autres, c'est important. Ça rejoint aussi un peu l'histoire. Voilà, avant de se lancer tête baissée, il faut aussi regarder un peu ce qui se passe à côté. C'est aussi l'objectif des formations qu'on propose. S'assurer de l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Donc là, c'est très important, hein. Le modèle mental de l'entreprise ne changera pas si l'ensemble des personnes, que ce soit les collaborateurs ou les dirigeants, ne sont pas impliqués dans ce processus de changement. Être capable de définir un budget clair, bon ça, c'est évident, hein, pas d'IA, sans investissement, monétaire. Alors il y a l'humain, hein, mais il y a le monétaire aussi, hein, ça demande, comme je l'ai dit au tout début, de la technologie, l'implication de services informatiques, de systèmes d'information, de l'IT. Donc tout ça, faut que ce soit supporté par un budget bien défini et qui est à la hauteur de ce qu'on attend, des sujets autour de l'IA. Anticiper l'impact sur les emplois et globalement, identifier un peu l'impact sur les personnes, dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va nécessiter des transformations, des changements de poste, des évolutions, de manière de faire, de manière de travailler? Et enfin, intégrer l'éthique au déploiement, ça c'est important. L'éthique autour de l'IA, c'est un gros enjeu. Il y a des réglementations, il y a de la conformité à respecter aussi. Donc tout ça, il faut bien l'avoir en tête. Je fais juste un petit zoom. Là, on ne peut pas forcément traiter ces 8 sujets, hein, qu'on traite de manière assez extensive dans la formation. Je vais juste faire un petit zoom très rapide sur la partie données et statistiques qui concerne la priorisation, la sélection et l'unification des données qui alimentent l'IA. Donc, la donnée, elle est incluse dans ce qu'on appelle un cycle de vie de la donnée. Et elle est fondamentale à l'implémentation de l'ensemble des systèmes IA qu'on peut développer au sein d'une entreprise. Il y a différents types de données, des données structurées, des données non structurées, des données semi-structurées. Il y a différents types de bases de données que vous pouvez déjà avoir ou non au sein de votre entreprise, des bases de données relationnelles, graphes, des bases de données orientées séries temporelles avec des mesures de capteurs, des bases de données orientées objets, des bases de données spatiales, vecteurs. Enfin, il y a tout un tas de bases de données. Souvent dans les grandes entreprises, ce qu'on voit, c'est que chaque département a développé ses petites bases de données par-ci par-là pour ses besoins, pour ses use cases. Et ça peut être un enjeu fondamental du cycle de vie de la donnée, d'être capable d'unifier l'ensemble de ces bases de données pour y intégrer en fait un système de connaissances cohérent pour l'ensemble des use cases et des projets IA. Donc le cycle de vie de la donnée, il va de la création au traitement de la donnée, à l'analyse de cette donnée, à sa conservation dans un système d'information qui est bien défini, son archivage par exemple, à son accès, qui a accès à quoi, et à sa réutilisation en vue d'une création nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment un cycle qu'il faut avoir en tête et qu'on peut bien évidemment définir au sein d'une gouvernance de la donnée globale dans une entreprise. Donc là, c'est vraiment un aperçu, un avant-goût des sujets qu'on traite au sein de ces formations, avec des ateliers notamment, hein, pour travailler sur les sujets concrets et des cas d'application concrets. Mais c'est pour vous donner un petit peu une vision, un avant-goût de comment intégrer l'IA efficacement. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Alors, dans les questions clés, justement, on a comment mettre en place l'IA dans ma société, quels sont les verrous qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut rencontrer, quelles sont les bonnes pratiques, les prérequis, les points de vigilance. Tout ça, c'est inclus dans un cycle de vie plus global d'un projet IA et de ses défis. Et donc, ce cycle de vie-là, on le parcourt également dans les formations de manière assez extensive pour être capable de comprendre et d'avoir les bonnes réponses et se poser les bonnes questions pour sa transformation. Un peu comme alors, je vais juste montrer plutôt cette slide qui est plus intéressante, plus complète. Un peu comme un projet, hein, tout simplement, mais en interne, les projets IA, ça demande de comprendre les besoins clients. Donc les clients, c'est les collaborateurs en interne, hein, de récupérer les données, visualiser ces données, de processer ces données, de choisir, implémenter un modèle pertinent, d'entraîner le modèle,
de le tester, le valider et enfin de l'industrialiser. Donc on est loin ici de se limiter simplement à un proof of concept, hein, qui serait uniquement se limiter à juste survoler ces parties-là et à s'arrêter à la partie entraînement. Aujourd'hui, si on veut vraiment industrialiser une technologie IA avec un retour sur investissement clair, on doit se poser ces questions-là. Et les verrous, les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est ce que j'ai mis ici en orange, c'est tout ce qui est lié à la maintenance, anticipation de l'interface utilisateur. L'industrialisation peut parfois être difficile, hein, dans des systèmes qui sont déjà robustes et on va dire éprouvés. Venir changer ça et ébranler un petit peu ces bases-là pour pouvoir y intégrer de l'IA, c'est peut-être difficile. Le choix hardware, on-premise ou cloud, hein, qui doit se faire très très tôt dans la chaîne de décision. Identification de l'attendu des clients, disponibilité des experts métiers et des connaissances pour pouvoir développer efficacement ces sujets IA. Définition des ROI et des KPI. J'en reviens à ce que je disais plus haut. Définir un budget, c'est nécessaire. Ça peut être difficile. Identifier des ROI, des KPI, ça aide. Mais il faut savoir que les sujets IA, c'est souvent des sujets à tâtonnement. Ça peut être difficile de prévoir. Il faut se laisser surprendre des fois par un sujet qui va au final être plus intéressant qu'un autre. Il ne faut pas vouloir trop de rigidité dans la définition de ces projets. L'obtention de la donnée, la qualité de la donnée et la quantité de données, effectivement, donc là j'en ai parlé juste avant, le cycle de vie de la donnée, évidemment, va s'intégrer dans ce cycle de vie du projet IA et être fondamental à l'obtention de résultats et de performances. Rapidement, j'évoque les principes éthiques de l'IA qui font partie des prérequis, des points de vigilance. La transparence des modèles et des résultats qui sont fournis par les technologies IA, la responsabilité qu'on y met derrière, qui est responsable de quelles données, de quel modèle, la confidentialité et la sécurité, hein, qui est, comme l'a mentionné Aurélien, hein, c'est en partant de ça qu'on a exploré les enjeux de l'IA au sein de CERMA. Les biais, alors on a tous des biais cognitifs, l'IA aussi, elle a des biais. Et enfin, le gain d'autonomie, qu'est-ce que ça implique pour les collaborateurs et le contrôle qu'on peut avoir sur son utilisation, le contrôle humain de l'utilisation de l'IA, on va dire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable au sein de l'entreprise. Donc là, tout ça peut se faire en mettant en place tout un système de supervision et de contrôle avec des comités ou des outils pour superviser les impacts de l'IA dans une industrie, enfin dans votre industrie. Ça évite les dérives grâce à une gouvernance qui peut être adaptée justement à l'ensemble des projets qu'on souhaite mettre en place. Bon, je passe rapidement parce que je vois que le temps tourne sur la partie data security, data privacy et data protection, qu'on évoque aussi évidemment de manière assez poussée dans les formations. Et en fait, ça vient se compléter en fait avec tous les processus de conformité, hein, de l'IA. Aujourd'hui, l'AI Act est en vigueur. Donc c'est une réglementation européenne qui vise à classifier les différents modèles, enfin sujets IA en différentes catégories, donc risque minimum, risque limité, haut risque et inacceptable, donc avec des IA interdites, de social scoring, de surveillance de masse, etc. Donc tout ça, c'est des IA qui sont interdites en Europe. Et pour tout le reste, il y a tout un tas de conformités, de réglementations à respecter. Mais je vous laisse ici le petit QR code pour le prochain webinaire qui sera notamment dédié à la compréhension et à la présentation de cet AI Act. Je finirai rapidement sur quelques présentations de biais autour de l'IA qu'il faut prendre en considération et pourquoi prendre en compte cette IA éthique est importante aujourd'hui dans une entreprise. Il y a eu des tentatives d'IA, donc c'est des choses assez récentes, hein, l'année dernière notamment. Il y a aussi là cette IA d'Amazon qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque sur des biais autour soit de race, soit de genre, notamment autour du recrutement, qui aujourd'hui est très contrôlé par l'AI Act justement.
Et en fait, ces biais, ils viennent tout simplement c'est des biais techniques et sociétaux, hein, qui sont principalement liés à des biais dans les données d'entraînement. Par exemple, c'est parce qu'on fournit des données qui sont elles-mêmes biaisées qu'on va biaiser les informations qui en ressortent. Dans la santé, ça se voit très bien avec c'est une grosse problématique, le biais, justement, parce qu'un panel de patients ne peut pas être si représentatif que ça et inclure des biais dans les résultats ou les prédictions fournies. Donc je passe rapidement aussi sur les enjeux écologiques autour de l'IA. On a le Green by AI et le Green in AI. Donc c'est 2 enjeux. C'est l'IA, il faut qu'elle soit verte aujourd'hui, et l'IA, elle peut proposer des solutions vertes. Donc ça, c'est des sujets qu'on évoque plus en détail dans les formations également. C'est très intéressant. Ça rejoint aussi les problèmes de smart cities. L'IA est de plus en plus frugale. Ça va dans le sens de l'écologie et de l'économie. Donc c'est très intéressant, c'est quelque chose à monitorer quand on veut implémenter des projets, et c'est quelque chose à évaluer aussi dans une volonté de production, de développement de produits autour de l'IA. Je montre ici, voilà, juste un graphe voilà, qui juge un petit peu l'évolution de l'IA aujourd'hui. C'est une consommation énergétique assez impressionnante. Là, bon, c'est des charts assez anciens, mais on se dirige vers des modèles de plus en plus... Enfin, à l'époque, on se dirigeait vers des modèles de plus en plus gros, qui consommaient de plus en plus d'énergie. Et fort de ça, on a décidé justement... Enfin, le développement est fait récemment de modèles de plus en plus légers, permettant de réduire drastiquement cette consommation d'énergie autour de l'IA. Donc une dernière question pour vous, voilà, au vu de cette très rapide introduction, aujourd'hui, comment vous envisagez d'appliquer ces différentes connaissances dans vos contextes professionnels? Et bien évidemment, le sujet des formations qu'on vous propose, les 2 formations, donc une formation sur qu'est-ce que représente l'IA et comment vous pouvez l'utiliser pour transformer vos industries, et une formation plutôt stratégique autour de comment implémenter efficacement cette IA dans vos entreprises. On vient vous aider à réfléchir et à vous poser les bonnes questions pour répondre à la question qui est affichée ici. Voilà, et donc je vous laisse avec le QR code pour la prochain webinaire, et en tout cas, merci de votre attention. Donc s'il y a des questions, je sais pas. Daphné, je sais pas si... Alors, je vais voir s'il y a des questions, justement. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Il nous reste 5 petites minutes, donc on pourra y répondre. Alors la présentation, elle sera... Le webinaire sera partagé sur notre site. Oui, disponible sur le site internet. De l'IA pour la R&D et la fiabilité. Qu'en est-il de l'IA pour la R&D et pour la fiabilité? Alors c'est une bonne question. Alors justement, la R&D, on en parlait, je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Alors pour la R&D, en fait, on a de plus en plus d'IA orientées justement autour des agents qui sont capables d'effectuer des raisonnements assez complexes. On l'a vu avec notamment ChatGPT et leur modèle O1, et DeepSeek avec leur modèle R1, qui sont capables de raisonnement en utilisant justement ces agents, enfin cette technologie d'agents. Et donc c'est un concept qui permet en fait à l'IA d'avoir une vision complète et se poser les bonnes questions sur une thématique bien précise. Par exemple, aujourd'hui, un humain n'est pas capable d'avoir en mémoire un ensemble d'informations, est capable d'avoir en mémoire un ensemble d'informations assez limité.
Mais l'IA aujourd'hui, elle est capable d'avoir une vision très complète et d'avoir accès à un ensemble d'informations qui permet en fait d'imaginer des approches qui sont peut-être différentes, qui auraient nécessité plusieurs humains en fait pour pouvoir proposer cette solution. Alors après, en termes de fiabilité, aujourd'hui, justement, avec tous les agents et ce qu'on appelle les techniques de RAG, donc de recherche d'informations, on est capable, l'IA est capable d'appuyer son raisonnement par des sources, que ce soit des sources internes ou des sources externes. Donc ça vient augmenter la fiabilité aujourd'hui des systèmes IA. Et donc ça pousse, ça va dans le sens de la création d'innovations, on va dire, intelligentes et fiables. Voilà. Bon, c'est un très court introduction sur votre sujet qui est très, très large. Hein. Avez-vous des formations sur comment appliquer l'IA au test des composants électroniques? Alors pas encore, mais c'est quelque chose qu'on évalue dans notre roadmap de développement de formation parce qu'effectivement, aujourd'hui on propose des produits IA orientés embarqués, donc composants électroniques, et donc on a de l'applicatif IA sur des FPGA ou ce genre de choses. Et donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, mais qu'on n'a pas aujourd'hui au catalogue. L'agent IA pour l'analyse de littérature scientifique efficace. Oui, tout à fait. Nous, on le fait en interne. On est en train de le développer. Donc, c'est totalement un des cas d'usage qu'on peut penser implémenter. Aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup d'API web qui permettent de se connecter à des catalogues de scientifiques ouverts comme Archive ou ce genre de choses. Et donc, on est capable d'aller chercher de faire de la revue, tout simplement, scientifique en utilisant de l'IA. Oui. Y a-t-il déjà des applications AGI? Non, on n'en est pas au niveau de l'AGI, c'est justement j'en parle dans les formations. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces IA fortes, IA faibles? Voilà, donc c'est des sujets. Est-ce qu'on est au niveau de l'AGI? Donc il y a tout ça qui est mentionné dans la formation. Possibilité d'analyse d'images brutes fournie par, j'ai pas la fin, Raphaël. Qu'en est-il de la propriété intellectuelle sur les données et les modèles générés lorsque réalisés par un prestataire externe? NDA suffisant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors la propriété intellectuelle autour de l'IA, elle est très très bien décrite dans l'AI Act. Donc on va dire, on se conforme aujourd'hui à l'AI Act, en tout cas chez CERMA. Et ça va être une obligation. Alors en fait, l'AI Act, elle se déploie sur les différents niveaux d'interdiction qu'ils ont fournis. Mais on a une première mise en application dès août 2025, si je ne me trompe pas, sur le niveau rouge et orange que j'ai présenté tout à l'heure, où il va falloir se cantonner à ça. Les données, effectivement, aujourd'hui, donc tous les créateurs de modèles qu'on appelle les GPI, donc les Generative Purpose AI, donc tout ce qui est Mistral, voilà, tous ces grands créateurs de modèles de fondation, ces foundational models, eux ont un devoir de présentation des données utilisées pour générer leur modèle intelligent. Au niveau d'une entreprise comme CERMA, en fait, on a autorisation, par exemple, à utiliser nos données, nos propres données, si elles respectent le cadre du NDA signé par nos clients, pour pouvoir générer des modèles et construire de l'intelligence. Donc ça, voilà, par exemple, voilà. Après, ça dépend des NDA signés avec vos clients, avec vos prestataires externes. Mais par exemple, je vous donne un cas concret, quand vous assistez à une réunion où vous avez un prestataire externe qui se connecte, automatique, hein, je parle, hein, qui se connecte pour enregistrer et transcrire la réunion, normalement, la réglementation veut que la personne qui a mandaté cette IA externe doit vous envoyer un mail en amont pour vous prévenir que vous allez être enregistré par une IA. Alors, peut-être répondre à une dernière question. D'accord, alors il y en a eu plein, je ne sais pas laquelle. Quelle est la différence entre un agent IA et un modèle LLM? Les agents, en fait, c'est des outils qui sont utilisés par le LLM pour pouvoir fournir des actions. Donc, si le LLM, c'est le cerveau, les agents, c'est les bras et les jambes du LLM. Donc, c'est des outils. C'est complémentaire, en fait. Quelle serait la place Voilà, une dernière question. Une toute dernière. Allez, Toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre feront l'objet d'un retour écrit par mail. D'accord. Bon. Dans ce cas-là, on va faire comme ça. Dans ce cas-là, comme ça, on garde le temps. En tout cas, merci à tous. Je te laisse le mot de la fin, Daphné, peut-être.
Merci à tous. Donc du coup, le webinaire sera en replay sur notre site internet. Et voilà, comme je l'ai mentionné, toutes les questions, on va vous y répondre à chacun, un à un, et on fera un retour par mail sur toutes les questions. Donc n'hésitez pas, s'il vous reste quelques questions à poser par écrit, vous pouvez y aller encore, il reste quelques secondes. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir. Merci.